Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 9. Grand 1. Léon Gambetta accéléra la formation des armées de libération de Paris depuis la ville de Tours. C'est un monarchiste qui sera chef de l'exécutif de la République. Et c'est le pacte de Bordeaux qui permit une négociation avec le nouveau Reich. Grand 2. C'est Adolphe Thiers qui, une fois la guerre finie, entame la reconstruction du pays en montrant l'exemple. Il donna gage aux monarchistes en transférant la capitale de Paris à Versailles. Sauf que la restauration monarchique n'aura pas lieu. Le titre de président de la République est alors adopté par un dénommé Charles Rivet. Grand 3. Les légitimistes, c'est-à-dire anciens ultra-royalistes, conscients de l'impossible retour à l'ancien régime, se révéleront soudain partisans de l'orléanisme. L'objectif d'Adolphe Thiers étant de clore le cycle révolutionnaire de 1789, en incluant les républicains modérés. Convaincre la majorité des orléanistes arrivera avec la victoire de Désiré Baraudet en 1873. Grand 4. De là, Adolphe Thiers démissionnera de son poste. À la suite de cela, c'est Edmé de MacMahon qui, empreint de religiosité, c'est-à-dire une posture religieuse, sera porté sur le devant de la scène. Et de là, l'Église se voit confier un rempart contre l'anarchie et la basilique du Sacré-Cœur sera construite là où commencent les communards. Grand 5. La loi du 20 janvier 1874 accorde au président le droit de nommer les maires de France. Pour l'auteur, les tenants monarchistes comme le comte de Chambord, qui était selon lui dépositaire pendant une quarantaine d'années de la tradition christique en France, ne pouvaient plus l'être, car étant au Parlement. Et c'est Albert de Broglie qui adoptera le septennat en 1873. La Troisième République arrive avec le député Henri Wallon. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse. L'ordre moral et l'impossible unité des droites. Pour commencer ce nouveau grand titre, on y apprend par exemple que Léon Gambetta séjourna dans la ville de Tours pour accélérer la formation des armées de secours qui devaient libérer Paris des armées allemandes. On apprend aussi que c'est Adolphe Thiers qui fut nommé chef de l'exécutif de la République dite française. Et il est intéressant d'observer qu'un monarchiste soit désigné comme chef de l'exécutif de la République. Je répète, de la République française, ou dite française, puisque la République française, c'est un peu une espèce d'oxymore pour moi. Pardon. Continuons. Cet homme avait quand même aussi failli déclencher un conflit contre le Royaume-Uni. Et c'est bien le pacte de Bordeaux qui permit une négociation avec le nouveau Reich. L'idée est d'obtenir l'évacuation des troupes étrangères et de rétablir la vie économique. Pas la vis, pardon, la vie économique. Adolphe Thiers, une fois la guerre terminée, devait entamer l'indispensable reconstruction de l'unité nationale. Pour ce faire, il en montra l'exemple. Il soutiendra l'élection du républicain modéré Jules Grévy à la présidence de l'Assemblée le 16 février et le 10 mars. Il donna des gages plus que symboliques aux monarchistes en acceptant le transfert officiel de la capitale de Paris à Versailles.
Mais la restauration monarchique n'eut pas lieu. C'est un homme du nom de Charles Rivet qui a adopté la loi surnommée Constitution Rivet, et qui confie au chef de l'exécutif, toujours placé sous l'autorité de l'Assemblée nationale, le titre de président de la République. L'auteur raconte alors, dans le reste de la page 64, la temporisation des monarchistes face à cette Constitution Rivet. Autre chose intéressante que j'apprends, c'est que le drapeau de la contre-révolution n'était pas, selon le comte de Chambord, bleu, blanc, rouge, il était juste blanc. Et donc, de ce que j'en comprends, les représentants de la contre-révolution n'avaient pas réussi là où les représentants de l'ordre social, qui étaient malheureusement les républicains, avaient réussi. Et cela montre bien l'importance de faire véhiculer les bonnes informations, et par là j'entends appuyer sur le fait que l'important est de se rapprocher le plus possible de la vérité, en démontrant les incohérences et en dénonçant les fauteurs de troubles. Par fauteur de troubles, j'entends, en tout cas pour la France et pour son unité nationale, toute personne se proclamant l'être, visiblement par intermittence. Bon, continuons. On vit d'ailleurs quelque chose de drôle avec les légitimistes, comme il était conscient qu'un retour à l'ancien régime serait impossible. Il se révèle soudain partisan d'un régime qui n'avait que peu à voir avec l'absolutisme, mais beaucoup plus avec l'orléanisme. On peut voir dans le livre ce qu'Adolphe Thiers souhaite, c'est-à-dire créer une majorité de gouvernement stable, incluant les républicains modérés, dont l'objectif final est de clore le cycle révolutionnaire ouvert en 1789. Ce qui inquiétera les orléanistes dans leur majorité était au fil des élections législatives, partielles et des élections locales, la constante progression des républicains, avec évidemment leur lot de radicaux et d'hostiles à tout compromis. Ce qui acheva de convaincre la majorité des orléanistes fut la victoire à Paris, le 27 avril 1873, du candidat radical Désiré Barodet. Et on apprend page 66 comment Adolphe Thiers démissionnera sur le champ de son poste. La majorité qui portera Edmé Patrice de MacMahon était empreinte de religiosité, donc une posture religieuse, avec un discours basé sur l'aide de Dieu et du dévouement de leur armée, ainsi que l'appui des gens en continuant l'œuvre de libération du territoire et de redressement de l'ordre moral. Ce qu'on remarque en lisant cette œuvre, c'est que la politique ne peut se faire qu'avec de la puissance et qu'avec les gens qui la portent réellement. Pour le dire autrement, la puissance vient d'en haut, la confiance vient d'en bas. Voilà. On confie à la suite de cet ordre moral un rôle de rempart à l'Église contre l'anarchie. Et c'est ainsi que débute la construction de la basilique du Sacré-Cœur, sur la butte Montmartre, là où avait commencé l'insurrection des communards. Le reste de la page 66 explique comment le Sacré-Cœur a été construit et qui ont condamné à mort pour avoir participé à la Commune. C'est la loi du 20 janvier 1874 qui accorde au président de la République le droit de nommer tous les maires. Et on apprend au milieu de la page 67 la publication d'une lettre du comte de Chambord qui dit « En substance avoir conservé durant 43 ans un dépôt sacré des traditions et des libertés de la France. » Il fait alors allusion à la France qui ne peut périr, car le Christ aime encore ses francs. Et lorsque Dieu a résolu de sauver un peuple, il veille à ce que le sceptre de la justice ne soit remis qu'en des mains assez fermes pour le porter. L'auteur dit que les tenants d'une monarchie parlementaire ne pouvaient décidément pas se reconnaître dans ces mots d'un autre temps. Et c'est bien Albert de Broglie qui adoptera le 19 novembre 1873 le principe du septennat. Il faut le rappeler alors entre-temps, mais le parti bonapartiste a été dissous et des fractions de cette famille politique retrouvèrent des forces quelques temps plus tard. On remarque au sein des députés monarchistes qu'ils étaient attachés à une espèce de catholicisme libéral et gallican plus qu'à une intransigeance de type catholique. Et c'est l'amendement dit Wallon, du député Henri Wallon, qui amorça la sortie du vide constitutionnel dans lequel se trouvait toujours le pays, et qui, page 69, que je vous laisserai voir, organisa la constitution de la Troisième République avec tout un tas de mesures. Voilà. Vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à demain ou à une prochaine sur la chaîne Mes Lectures, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Lecture, et surtout, n'hésitez pas à aller sur le blog Mes Lectures.